Madame, Messieurs, merci de nous suivre à travers ce magazine Au-delà de l'actualité. Nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous ce soir Monsieur Henri Christin Longwenja. Il est secrétaire exécutif du collectif 24. Bonsoir Monsieur Henri. Bonsoir Madame. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes activiste de droits de l'homme. Aujourd'hui, nous allons donc parler de la situation de droits de l'homme en République démocratique du Congo, ce en marge de la commémoration du 70e anniversaire de la Déclaration universelle de droits de l'homme. Vous le savez certes que l'humanité entière a célébré le 70e anniversaire de la Déclaration universelle de droits de l'homme. Monsieur Henri Christin Longwenja, vous êtes activiste de droits de l'homme. Est-ce que vous pouvez nous donner ou nous faire l'économie de la Déclaration universelle des droits de l'homme? Bon, la Déclaration universelle des droits de l'homme, je pense que si on doit le résumer, c'est un texte qui a été fait d'ailleurs, ça a été initié par une dame. Et c'est après que le monde s'est déchiré, après des guerres et tout ça, on s'est dit non, il faut stopper. Il faut stopper, maintenant il faut penser à la dignité de l'homme. Et voilà pourquoi les États sont convenus à faire cette déclaration qui est venue après même la déclaration européenne, ainsi de suite. Et la dite déclaration a 30 articles. Et je pense que tous les 30 articles, si on les prend bien, ça prend toute la vie, tous les aspects de la vie humaine, parce que vous trouvez les droits civils et politiques, vous trouvez les droits économiques qui sont garantis, et vous trouvez même les droits de la troisième génération qui permettent la libre circulation, la solidarité entre les États. Donc c'est pour nous, activistes et défenseurs la déclaration de droits de l'homme. Activistes de droits de l'homme, est-ce que vous pouvez faire un état de lieu ou évaluer la situation de droits de l'homme en République démocratique la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo, nous pouvons dire qu'on avance d'un pas et nous reculons de 3-4 pas. Et ce qui fait que lorsque vous avez avancé d'un pas, si vous demandez les géomètres ou les mathématiciens, tout ça, lorsque vous avancez d'un pas et que vous reculez de 3-4 pas, cela voudrait dire que vous êtes en retard même de 3 pas aussi. Alors, monsieur Henri, avancer, quand est-ce qu'on a avancé d'un pas, quand est-ce qu'on a reculé? Bon, le un pas là, quand je dis qu'on a avancé d'un pas, parce qu'il n'y a pas que du pire en République démocratique du Congo, parce que si je compare avec nos États voisins, le Rwanda, et pour ne citer que ces pays-là. Ici c'est mieux, ici c'est mieux, c'est ce que vous voulez dire. Bon, il y a quand même des choses où ça passe, parce que prenons par exemple au Rwanda, nous rencontrons nos collègues de la société civile, ils ne peuvent pas s'exprimer tel que nous le faisons ici. Okay. Donc il y a quand même un petit pas par rapport à ça. Et il y a un autre pays, Rwanda, vous avez cité quel pays là? Bon, Burundi aussi, donc je pense bien que pour citer que les deux, Ouganda, ainsi de suite. Donc là-bas, si vous parlez, on vous coupe la tête. Si en RDC, ce n'est pas le cas. Bon, en RDC, il y a quand même des cas, mais ce n'est pas avec beaucoup d'activités comme au Rwanda où tout le monde doit fermer les bouches. Ici, alors pourquoi vous comparez seulement la République démocratique du Congo à des pays où il y a une dégradation de la situation de droits de l'homme? Il y a d'autres pays, par exemple, moi je peux citer le Sénégal, d'autres pays. Mais effectivement, lorsque nous disons, nous parlons un peu d'avancée, le Sénégal est plus avancé que nous. Lorsque nous avons dit qu'on a avancé d'un pas, mais nous avons reculé de 4 pas, pour dire qu'on n'avance pas. Mais par rapport au Rwanda, il n'y a même pas ces un pas là, quand bien même il y a les droits civils économiques, les droits socio-économiques qui sont en train d'être promus au niveau de ces pays que je venais de citer. Mais chez nous, un autre problème, et lorsque nous parlons d'avancée d'un pas, c'est que nous avons des institutions. Nous avons un ministère des droits humains, nous avons une commission nationale des droits de l'homme. Bon, parfois nous posons aussi des questions, est-ce que, n'est-ce pas, ces institutions sont pour la consommation internationale extérieure pour qu'on sache que voilà, on a avancé. Est-ce qu'elle fonctionne normalement? Est-ce que ça fonctionne bien? Aujourd'hui, lorsqu'on voit que nous faisons que reculer, comme je disais tantôt, parce que si nous devons parcourir toutes les 3 catégories des droits de l'homme, vous allez vous rendre compte que on recule de 4 pas, comme je disais, quand bien même c'est semblant d'avancer d'un pas. Et si nous reculons parce que
si nous prenons les droits civils et politiques. Aujourd'hui, ça pose problème. Et c'est ici l'occasion aussi de saluer ou d'honorer la mémoire des victimes des droits humains, paix à leurs âmes, Floribert Chebeya, Fidel ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Et donc, tous ces mondes-là qui sont tombés sous le coup de la dictature, sous le coup de l'assassinat des droits de l'homme, donc ils doivent se sentir honorés par nos paroles. Et qu'aujourd'hui, si ces gens-là sont morts, parce qu'à un certain moment dans notre pays, on a donné l'impression que l'activisme est un crime. Aujourd'hui, nos confrères de lucha, des mouvements sociaux, tout ça, sont en train de croupir dans les géoles, tout simplement parce qu'ils se sont exprimés. Ils ont utilisé de leurs droits civils et politiques. Alors que nous, par exemple, au niveau du collectif 24, notre droit, même si nous proclamons, nous protégeons ou nous défendons la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais nous avons notre article cher qui est l'article 19. Et dans cet article, on dit que personne ne peut être inquiété à cause de ses opinions et que toute personne est libre de rechercher les informations et d'exprimer librement son opinion sans pour autant qu'il soit inquiété. Donc vous comprendrez du coup que cet article est scindé en deux articles de notre Constitution. L'article 23 qui garantit la liberté d'expression et l'article 24 qui garantit le droit d'accès à l'information, mais les deux articles ne fonctionnent pas. Aujourd'hui, la liberté d'expression devient tout un problème. Lorsque nous avons même le courage de s'exprimer comme ça, mais combien de gens nous disent, mais vous là, est-ce que vous avez perdu des têtes? Vous risquez votre vie. Vous risquez vos vies, ainsi de suite. Et si les gens ne vous encouragent pas à parler, et à un certain moment, on se dit, mais si nous nous taisons, mais qui va parler? Comme le Christ disait, sinon c'était les pierres vont crier. Et que si les pierres crient, à ce moment-là, ça devient un chaos. Et nous ne voulons pas que les pierres puissent crier. Il faut parler. Donc la liberté d'expression pose problème. La liberté d'expression, pour nous, ce n'est pas seulement le fait de s'exprimer comme ça devant le micro. On peut s'exprimer par plusieurs manières. Lorsque nos confrères des lucha, des mouvements sociaux, mouvements citoyens, viennent seulement avec les écrits et sans parler et qu'on les arrête, ça pose problème. Lorsqu'on ne sait pas l'opposition, ne sait pas organiser des manifestations publiques. Vous voyez, pas plus tard qu'hier, ce qui se passe maintenant, c'est avec le candidat président Martin Fayoul. Nous allons en parler. C'est inadmissible. Donc, vous voyez que tout ça, ce sont des violations graves des droits de l'homme. Alors, vous allez dans les droits économiques, socio-économiques. C'est encore pire. Aujourd'hui, les droits à l'éducation. Que vaut notre éducation aujourd'hui? La gratuité dont on a toujours parlé et que même notre constitution l'a garantie, c'est nul aujourd'hui. L'accès aux soins de santé. Aujourd'hui, quelqu'un peut mourir parce qu'il a manqué 500 francs pour s'acheter ne serait-ce que l'aspirine et paracétamol et qu'il perd sa vie parce qu'il n'y a aucune politique sociale en matière de la santé protégée par l'État. Donc, il y a pas mal de choses que si nous parcourons notre Bible là, des premiers chapitres, c'est-à-dire du premier article jusqu'au 30e article, vous verrez que au Congo, il y a beaucoup à faire. Il y a encore grand chose à faire. Nous ne sommes pas encore dignes d'être appelés une république démocratique. Mais le Congo, membre du Conseil de droits de l'homme de l'ONU, M. Christian Longenja, activiste de droits de l'homme, est-ce que, parce qu'on a vu lors de l'élection, certaines ONG nationales et internationales ont protesté contre l'élection de la République démocratique du Congo. Depuis que la RDC est membre, est-ce qu'on a noté une certaine amélioration de la situation? Parce que là, vous avez parlé de la situation générale, mais depuis que la RDC est membre du Conseil de droits de l'homme de l'ONU, y a-t-il une amélioration ou pas? Je peux penser qu'au contraire, avant l'entrée au Conseil et après l'entrée, c'est la même chose, ou soit ça peut encore être plus pire. Comme je disais, qu'on avance d'un pas et on recule de 4 pas. Alors, qu'est-ce qui est à la base de cela, de ce bilan-là? On avait contesté, même nous tous, nous étions ceux qui étaient contre, parce qu'on ne peut donner que ce qu'on a. Et lorsqu'on ne sait pas, en son fond interne, on ne sait pas protéger les droits humains, comment on peut être le modèle au niveau du chiquet international et quel est le droit qu'on va
dire aux gens quelle est l'expérience qu'on va donner aux gens. C'est l'expérience de mater les gens, de confisquer les libertés publiques, c'est l'expérience de confisquer les droits civils et politiques, les droits socio-économiques. Donc nous pensons qu'il n'y a pas amélioration. Et surtout, malheureusement, pour la RDC, l'entrée coïncide avec les perturbations politiques. Et dans les perturbations politiques, les pouvoirs en place cherchent à se maintenir au pouvoir, et c'est ça, pour répondre à votre question, qu'est-ce qui est à la base? Qu'est-ce qui est Ce qui est à la base, c'est que ceux qui nous dirigent tiennent mordicus à demeurer au pouvoir, quels que soient les moyens, et même par défi, pourvu qu'ils soient là. Et à ce moment-là, on nous considère tous comme des instruments, pourvu que celui qui marche sur la route qui peut bloquer l'accès au pouvoir, on l'écrase. Et c'est ça le plus grand problème, et ce qui fait toutes ces dérives aujourd'hui. Donc, le fait d'aller au Conseil des droits de l'homme, nous pensons que ça n'a rien amélioré la situation de la République démocratique du Congo. Donc vous liez cet état des choses au processus électoral en cours qui est marqué par un climat de tension, par la polémique autour de la machine à voter, le fichier électoral, c'est ce que vous voulez dire? Oui, mais exactement, parce que le processus électoral a commencé maintenant, bien que ça a commencé bien avant, mais c'est le climat politique. C'est la politique ou soit la manière de gérer la chose publique par ceux qui ont eu cette chance et qui sont au pouvoir maintenant. Le fait même est qu'ils ne voient pas l'intérêt du peuple, ils ne voient que comment protéger leurs intérêts, comment protéger le pouvoir, et qu'aujourd'hui, comme ce sont de le dire, la politique au Congo est devenue du business. Voilà pourquoi au niveau du collectif 24, nous avions lancé la campagne pour dire que la politique n'est pas du business. Le palais du peuple n'est pas une chambre de commerce. Elle consiste en quoi cette campagne? Oui, parce qu'aujourd'hui, lorsque vous voyez seulement comment les gens, tout le monde, que vous soyez activiste des droits de l'homme, vous soyez musicien, acteur, journaliste, même tous les chroniqueurs, tout le monde, fait devenir même député. les Pemba veulent devenir des députés parce qu'ils ont su qu'au Congo, ce sont les politiques qui vivent mieux. La politique est devenue business. Un politicien, un député au niveau de Mbandaka me disait, Lingala, à Henri, oh, les lokamala mouka politique, l'essentiel c'est qui dit oui, vous soulevez la main, qui dit non, vous baissez la main et vous suivez juste les mots d'ordre qu'on vous a donné et après vous avez votre argent. Et donc c'est de l'argent facile. Donc c'est pour dire qu'on a fait la politique de business. Et même pour faire passer certaines lois, il faut appuyer les députés, il faut les prendre en charge. Et sans cela, les lois ne passent pas. C'est ce qui fait que nous disons qu'on fait de la politique de business, alors que la politique, ce n'est pas du business. Si vous voulez les gens viennent se servir et non servir la population. Alors, si vous voulez faire du business, allez faire du commerce, demandez des investissements et allez faire vos affaires. Mais que de venir en politique pour chercher de l'argent. Et c'est ça les combles. Alors, vous voyez qu'avec cet état d'esprit-là, où on a fait de la politique de business, parce que ça paye vite, et on était pauvre, locataire, tout ça. Au bout de quelques mois, on devrait milliardaire avec autant de parcelles, autant de villas partout à l'étranger, des sociétés. Tout simplement le fait qu'on est entré au pouvoir. Et à ce moment-là, tout le monde voit et les gens ne sont pas dit, puis disent, bon, c'est l'affaire de tous, allons-y. À ce moment-là, on fait de la politique de business. Et c'est ça, ceux qui sont déjà là, qui gèrent cette chambre de commerce aujourd'hui qu'on fait de business, cette bourse-là, on fait que nous devons maintenir notre bourse, qui pleuve et qui neige par tous les moyens. Et vouloir maintenir à tout prix, c'est ce qui est à la base de toutes ces dérives. Lorsqu'on sait qu'on est incapable d'améliorer la situation des Congolais, lorsque nous devons parler des droits de la troisième génération, les infrastructures, les routes, tout ça, il n'y a rien. Donc il n'y a rien, mais on s'est dit, on a fait des choses et on ne se gêne même pas et à tout prix, on veut demeurer et on utilise toutes les stratagèmes. Voilà les problèmes. Donc l'histoire de la campagne ne vient que s'ajouter et que ce que nous voyons aujourd'hui au niveau de la campagne, ce n'est que le reflet de cette volonté-là de se maintenir au pouvoir à tout prix, quand bien même on n'a fait rien, mais on veut toujours être là et conséquence, on viole
les droits de l'homme, parce que les droits de l'homme sont universels et les droits de l'homme, ça touche à toutes les dimensions de la vie. Et voilà pourquoi nous disons qu'au Congo, ça ne marche pas. Voilà, Monsieur Henri Saint-Longuenda, secrétaire exécutif collectif Fin 4. Le même jour de la célébration du 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'Union européenne avait décidé de renouvellement des sanctions contre certains responsables politiques, notamment le candidat du FCC, Emmanuel Ramazani Ishadar. Comment vous, en tant qu'activiste de droits de l'homme, vous avez accueilli cette décision de l'Union européenne? Bon, pour nous, nous pensons que les droits humains ayant un caractère universel, l'Union européenne aussi a ces droits-là. Et que nous l'avons accueilli aussi favorablement, que nous n'en déplaise à ceux qui pensent qu'on est en train de vendre les pays. On est à favorable, c'est-à-dire qu'il faut vraiment continuer à se coincer. À la sorte de la communauté internationale, c'est faux. C'est d'abord notre pays et que personne aussi de marcher sur les gens et que le monde de comme ça, c'est inadmissible. Et donc, pour nous, nous pensons que l'effet de reconduire ces sanctions, ça vaut la peine. D'ailleurs, nous pensions même qu'il fallait élargir les listes. Il fallait même élargir la liste, ajouter d'autres personnes. Parce qu'ils ont fait quoi? Lorsqu'un ministre en fonction et quelqu'un qui est de haut gradé de la majorité présidentielle invite la population à barrer la route à un candidat député, on voit un son que vous ne pouvez pas le recevoir tel des candidats, pour ne pas citer Fayulu à Kindu, parce que Kindu c'est le fief du candidat du FCC et que personne ne peut aller là. C'est vraiment du tribalisme, c'est de la haine et qu'on commet des actes, des exactions. Mais de tels messieurs, heureusement que lui-même a dit qu'on devrait aussi lui donner. Parfois, il faisait mais il mérite ça, parce que ça, c'est l'incitation à la haine. Et c'est la haine tribale. Au moment où nous voulons que le Congo soit un, mais au cadre du pays, puisse inviter aux gens que vous ne pouvez pas les recevoir parce qu'il y a ça. Et pour ne citer que ces cas-là, et que tout ce qui arrive aujourd'hui, prenons même s'il y a des morts. Hier, on a reçu encore des cas de morts à Lubumbashi avec un jeune médecin qui part alors qu'on a un problème de santé au Congo et que voilà, un jeune médecin qui vient de partir comme ça, paix à son âme. Tout simplement, c'est à cause de l'intolérance politique que nous décrions. Et tous ces mondes qui sont à la base de ça, nous pensons qu'ils méritent. Et pourquoi pas demain même les autorités de la CENI qui, si demain, il y aurait des problèmes à cause de la machine dans laquelle certains disent que c'est illégal parce que ça ne répond pas aux normes, à aucune loi, et que quelqu'un s'obtienne dit, bien que vous voulez, nous allons utiliser et que on va proclamer quelqu'un, celui-là, il y aura des contestations, ça n'ira pas loin, on va maîtriser et puis au mois de janvier, le président proclamé va prêter serment et diriger le pays, conduire le pays par défi. S'il y a mort d'homme à cause de toutes ces déclarations, ça tombe sur la tête des responsables et que nous pensons que ces responsables aussi méritent d'être sanctionnés. Donc, il y a encore la liste, ça devient... Qui devait s'élargir selon vous. Donc, ce n'était pas une surprise pour vous de voir le renouvellement de ces sanctions de la part de l'Union européenne? Pour nous, ce n'est pas une surprise. Nous pensons que ça mérite et que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui quelqu'un est candidat président de la République et que lorsqu'il a commis des bévues par rapport à ses responsabilités, si Bembe est allé en prison, ce n'est pas que Bembe était en Centrafrique, c'est parce qu'il y avait cette responsabilité civile par rapport à ses fonctions et que si quelqu'un par rapport à ses responsabilités d'État, il n'a pas su maîtriser les choses et qu'on a commis des bévues, qu'on les sanctionne pour autant, ce n'est pas aussi pour autant parce qu'il est candidat président de la République qu'on doit les blanchir. Ceux qui sont en prison, lorsque nous demandions qu'on libère Diomi Ndongala, qu'on libère Franck Diongo, ainsi de suite, le gouvernement dit que ce sont des infractions de droit commun. Ce n'est pas le fait d'être politique qu'on doit vous laisser la liberté de commettre même des infractions de droit commun. Et c'est la même chose. Ce n'est pas par le fait que vous êtes candidat président de la République qu'on doit vous blanchir si vous avez commis des actions, qu'on vous laisse libre. Non. Nous pensons que c'est quand même une justice. Et quitte à la majorité de voir, ils savaient cela,
il devrait choisir un autre candidat. Alors, puisque vous parlez de la majorité, est-ce que l'Union européenne ne devrait pas prendre en compte aussi les arguments du gouvernement qui dénonce le fait que ces personnalités ont été sanctionnées sans pour autant qu'ils puissent eu l'occasion de présenter leurs moyens de défiance? Qu'est-ce que vous pensez? Bon, je pense que c'est une procédure. Le gouvernement pouvait quand même suivre tout ça. Je pense que ils sont en train de faire ça. Mais il y a une chose. On ne doit pas confondre des actes que les gens commettent avec l'État. Nous avons l'impression que si aujourd'hui je suis ministre, mais j'invite, je suis à la base d'une incitation à la haine tribale et qu'il y a des morts et qu'on me reproche pour ça, on me dit non, parce que je suis ministre et comme on m'a sanctionné, c'est tout simplement parce qu'on a affaire à l'État congolais. Non, ça ce sont des individus qui ont agi par rapport à leurs convictions politiques. Ça n'a rien à voir avec l'État congolais. Mais on a l'impression qu'on veut entremêler les choses, on prend des choses personnelles, on a des individus par rapport à vos convictions et on vous sanctionne, vous dites non, c'est l'État congolais. L'action que vous avez commise, qui a suscité ces sanctions, en quoi cette action a été au bénéfice du pays? Pour dire que j'avais agi, c'était pour l'intérêt de la nation et voilà aujourd'hui, on m'inflige des sanctions. Mais si vous avez agi pour l'intérêt de la nation et qu'on vous inflige des sanctions, c'est à ce moment-là que nous tous, Congolais, comme un seul homme, nous allons nous soulever pour dire que non, il a agi, c'est pour notre intérêt. Mais lorsque vous agissez pour protéger votre pouvoir et mater la même population, les gens qui sont morts par-ci, par-là et qui continuent à mourir, ce n'est pas des Européens. À part les Européens, on a connu que les deux cas des deux experts de l'ONU. Mais la majorité, si on doit compter autant de victimes, ce sont des Congolais. Alors, et ces Congolais sont morts pourquoi? C'est à cause de l'action politique de nos dirigeants. Donc, ils doivent répondre. Donc, ces sanctions, ce n'est pas de l'ingérence comme dénonce la mouvance présidentielle. Je ne pense pas que ce soit de l'ingérence parce que la Déclaration universelle des droits de l'homme, non seulement elle est une Bible pour nous, mais c'est parmi les bases constitutionnelles de notre pays. Parce que le préambule même de notre Constitution réaffirme l'attachement et l'adhésion de la République démocratique du Congo à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ce qui voudrait dire que lorsque vous violez les droits humains, il ne faut pas que les autres États vous applaudissent parce que vous les faites par rapport à votre famille. C'est comme aujourd'hui, madame, vous avez des enfants. C'est parce que ce sont vos enfants, vous devez les tuer, vous devez les faire comme vous voulez et on doit vous laisser libre parce que c'est vous-même qui avez mis au monde ces enfants. Je ne pense pas, même au niveau de l'État, en cas de crime, on parle toujours de doubles victimes. Et le premier victime, c'est la famille et deuxième victime, c'est l'État. Mais c'est la même chose. Dans la dimension des États, lorsqu'un gouvernement ou un homme politique commettre des actions, il y a toujours double victime, c'est-à-dire la population elle-même et la communauté internationale. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi les gens cherchent à fuir? Est-ce que ça n'interpelle pas notre gouvernement lorsqu'on lance la loterie? Vous voyez tous les cyber tout le monde veut quitter le pays. Tout le monde veut quitter le pays alors que nous avons un beau pays où il y a tout, mais sauf la bonne gouvernance. Alors, si vous étiez membre du gouvernement de la mouvance présidentielle, qu'est-ce que vous aurez dû faire pour la levée de ces sanctions? Est-ce que prendre des mesures de rétorsion ou comme l'envisage le gouvernement, qu'est-ce que vous aurez dû faire? Non, moi je pense que ce n'est pas les mesures de rétorsion qu'on est en train de prendre. Ça n'a aucun effet sur l'Union européenne. Quelle serait la bonne attitude? On a fermé la maison Schengen, qui souffre? Ce n'est pas les Européens, c'est nous. Et on a restreint la fréquence de SN Bruxelles qui souffre. C'est nous, quand bien même, mais eux perdent aussi du point de vue économique, ils perdent un peu d'argent. Mais de l'autre temps, c'est nous qui souffrons parce que c'est nous qui avons plus besoin d'aller chez eux et chez nous. Alors ceux qui viennent chez nous, on ne les empêche pas parce qu'ils font leur business. On voit les multinationales venir ici faire les affaires et piller les pays et partir. Mais moi, je pense que si j'étais à la place, la bonne chose, c'était revoir la manière de gouverner la chose, libérer les espaces politiques,
laisser les gens s'exprimer, qu'on puisse sentir que le Congo est devenu réellement un état de droit. Et à ce moment-là, militer pour avoir d'abord la confiance des Congolais à l'interne et pour leur dire qu'écoutez, ce que vous nous reprochez, bon, c'est le passé. Et la France et tout ça, vous avez aussi connu l'état de De Gaulle et ainsi de suite. L'Allemagne, tout ça avec Hitler, et ainsi de suite. Et ce n'est pas pour autant qu'on doit vous condamner à tout moment. Il s'est passé un temps, mais maintenant les choses se sont améliorées. Vous n'avez pas des exilés politiques parce qu'il fallait signer l'amnistie pour libérer les détenus politiques et ceux qui sont des exilés pour qu'ils rentrent au pays. Ça serait un bon geste, ne serait-ce que signer l'amnistie pour que les Congolais qui veulent venir au pays mais ne savent pas venir parce qu'ils sont sous le coup des mandats ainsi de suite, et ceux qui sont dans des prisons qui continuent encore à souffrir dans des geôles tout simplement parce qu'ils ont parlé, ils nous ont utilisé comme arme que leurs paroles, les amnistier et à ce moment-là montrer à la face du monde qu'il y a une réconciliation nationale et que nous sommes bien et ensemble, on va dire l'Union européenne, nous sommes entendus entre nous, on levait ces sanctions. Bien sûr, en famille, là, il y a les bouteilles dans le même casier, les bouteilles se tapent toujours, mais on s'est mis d'accord, il n'y a pas de cassure, nous sommes là, laissez-nous continuer, libérer, le Congo a besoin de vous, comme vous aussi, vous avez besoin du Congo, et on va avancer. Mais cette diplomatie de guerre, de rétorsion, qu'est-ce qu'on va faire par rapport à cette rétorsion? Alors, puisque la prise de ces sanctions n'a pas réussi à modifier le comportement de la République démocratique du Congo, est-ce qu'il n'y a pas de crainte, M. Longenza, avec ce renouvellement de sanctions de l'Union européenne pour que la République démocratique du Congo puisse se radicaliser davantage, ceci face aux difficultés qu'il rencontre, vous l'avez évoqué tout à l'heure, le candidat président et candidat président de la coalition Lamuka, Martin Fayulu? Bon, moi je pense bien que ceux qui se radicalisent aujourd'hui, ce sont des gens qui sont au pouvoir. Mais le temps a sonné. Le temps a sonné pour qu'on ait un changement. Le temps a sonné pour qu'on ait l'alternative. Et le changement passe par des élections. Il nous reste qu'une semaine et quelques jours. Donc les 23, rendez-vous dans les urnes pour sanctionner, quelle que soit la machine. Quelle que soit cette machine-là. Non, mais on sent l'aggravation de la situation de droits de l'homme. Parce que nous parlons de sanctions. Nous parlons de sanctions, oui. Ces sanctions-là. On sent l'aggravation de la situation malgré le renouvellement, malgré les sanctions. Mais je pense bien que la population connaît ceux qui sont sanctionnés. Et ceux qui sont sanctionnés sont des candidats, alors qu'il ne faut pas demain, puisse encore, il ne faut pas attendre que les voisins, vous êtes parents, les voisins militent pour vous, mais vous-même, parents, vous ne savez pas défendre vos enfants. Et défendre les pays, c'est nous, Congolais. Si les autres ont sanctionné, il est temps aussi que nous, Congolais, nous puissions aussi sanctionner. Et la manière de sanctionner de nous, Congolais, c'est dans les urnes. Les gens qui sont sanctionnés, il faut encore les sanctionner à travers nos bulletins et nous devons voter utile pour l'alternance. On ne peut pas aller voter pour question de business politique, mais votons des personnes qui peuvent que demain, il devient président de la République, il peut circuler partout au monde et renouveler, faire encore sortir de la RDC de ces fermetures. Parce qu'on gagnerait quoi si on a un président de la République qui ne peut pas sortir? Vous voyez, un président de la République, vous ne pouvez pas aller aux États-Unis, vous ne pouvez pas aller à l'espace Schengen. Mais qu'est-ce qui va se passer? Donc, nous pensons que la population, il est temps de faire un bon choix et qu'il est temps aussi de sanctionner. Et voilà pourquoi nous invitons aussi la Commission nationale de cesser de son histoire de dire que le 25, il va publier les résultats. Publier les résultats le 25, cela voudrait dire qu'il va utiliser la machine et qu'il va utiliser les résultats transmis par la machine ou soit des résultats déjà préconfigurés s'il y en a. Mais vu la grandeur du pays, il doit attendre les résultats qui vont venir et ça va prendre du temps pour qu'il fasse compilation.
et ne prononcer que le verdict des urnes. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre magazine Au-delà de l'actualité. Nous recevons M. Henri-Christin Longenja. Il est secrétaire exécutif du collectif 24. Il est activiste de droits de l'homme. En un mot, en une phrase, M. Christin Longenja, selon vous, qu'est-ce qui doit être fait pour que la République démocratique du Congo soit véritablement un état de droit dans lequel le droit et les libertés des citoyens sont respectés? Bon, ce qu'il faut faire, c'est que les citoyens congolais doivent savoir, pendant le temps qui est arrivé, de voter utile, de voter des dirigeants qui feront en sorte que la dignité du Congolais soit respectée, que demain, on puisse respecter les droits humains, et ça ne peut se passer que par les changements. Et les changements qu'on veut, c'est à travers des urnes, parce que ceux qui nous ont dirigés jusqu'à aujourd'hui ne nous ont pas aidés à faire de notre État un État de droit. Mais il est temps aujourd'hui, à travers les urnes, que ça change, et tout le monde doit prendre conscience qu'il est temps de changer, et les 23 tous aux urnes pour les changements. Voilà, il est temps de changer, c'est le dernier mot et c'est la fin de ce magazine. Au-delà de l'actualité, nous avons parlé de la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo en marge de la commémoration du 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Nous avons reçu pour vous M. Henri-Christin Longenja, secrétaire exécutif du collectif 24. Il est activiste de droits de l'homme. Nous nous retrouvons au prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.